Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Maya l'aînée. Après une longue expérience professionnelle en métropole, quelques voyages et un détour par la Guadeloupe, Maya décide de rentrer à La Réunion il y a 5 ans avec son enfant âgé de quelques mois. La suite pourrait se résumer ainsi. En faisant ses courses, Maya observe dans les rayons qu'il n'y a pas de petits pots pour bébés faits avec de bons produits locaux. Cette idée va germer et elle va commencer à prendre vie presque par hasard. En écoutant la radio un matin, Maya entend qu'il y a un Startup Weekend organisé. On peut y aller pour pitcher son projet. Curieuse, elle se laisse tenter. Allez, on rejoint tout de suite Maya pour qu'elle nous explique comment ce week-end a été décisif dans la création de sa société de production de petits pots pour bébés basée à La Réunion, Mamie l'a fait. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Un épisode qui aura de belles saveurs locales avec des bons produits du terroir. On va parler entreprise, on va parler aussi éducation, on va parler parentalité, on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour parler de tous ces sujets, on accueille Maya. Maya, bonjour. Bonjour. Comment il est? Ça va, elle est là, elle est là. Et toi, Clément, comment ça va? Ça va, très, très en forme comme d'hab et hâte d'en apprendre plus sur Maya. Les premières infos qu'on a pu avoir sur toi, c'est vraiment très intéressant. Je pense que tu auras de très belles choses à nous dire. Mais avant d'entrer dans le détail de ton parcours, de qui tu es, de qu'est-ce que tu as fait, de qu'est-ce que tu vas faire, première étape primordiale, c'est mieux te connaître. Et pour le podcast des entrepreneurs d'outre-mer, ça veut dire faire ton portrait créole. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi à travers ces 3 questions. Donc, la première question, on va dire qu'elle est un peu emblématique de ce podcast. Si tu étais un plat créole, tu serais lequel et pourquoi? Alors, c'est très compliqué, bien sûr, de choisir parce que moi, j'aime bien manger, j'aime les bonnes choses. Moi, je dirais que j'ai envie de partir sur le rougail bringel, boucané bringel. Parce que déjà, moi, j'aime bien le bringel en règle générale. Et alors, il y a aussi le bringel sous forme de le petit rougail avec un riz sec ou une petite viande et juste le rougail bringel avec soit un peu de cotomili dedans, soit un peu de kombava. Mais le boucané bringel, en fait, je partirais là-dessus parce que c'est un plat aussi que je faisais beaucoup quand j'étais en métropole et que je faisais découvrir à mes amis, à la famille du côté de la métropole aussi. Et c'est vrai que c'est un plat que tout le monde adorait, qui fédérait et qui était assez facile à faire parce que du coup, on trouvait tout là-bas. Bon, je prenais pas le boucané, c'était un peu plus compliqué quand il y en avait pas sous la main, donc je prenais du lard fumé là. On connaît un peu les astuces, ceux qui ont été en métropole, mais du coup, ouais, je partirais sur un petit boucané bringel. Super. Eh ben, tu vois, c'est un plat qui n'a pas encore été cité. Donc, tu as la primeur du boucané bringel. Ceux qui nous écoutent du côté des Antilles et qui se demandent de quoi tu es en train de parler, le bringel, c'est l'aubergine. Franck, j'ai une petite anecdote là-dessus que je voulais partager. Vas-y. Je suis obligé de la sortir. En fait, moi, quand on était petit, je suis né en métropole. Et en fait, du coup, quand il disait à mon frère notamment d'aller faire les courses, d'aller, tu sais, à côté Bazar. au bazar pour aller chercher des légumes, il disait, va chercher un bringel, tu vois. Et la première fois que mon frère, du coup, il est là-bas, il a demandé un bringel, sauf que la personne ne savait pas c'était quoi un bringel. C'est là qu'il a découvert qu'un bringel, c'est une aubergine, tu vois. Lui, naïvement, il dit, voilà, je voudrais un bringel. Ma mère m'a dit de venir chercher un bringel, mais sauf qu'en métropole, les gens ne savent pas ce qu'est un bringel. Voilà, ça fait partie des anecdotes des Réunionnais à Paris. On fera tout un podcast là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors effectivement, donc là, on était à La Réunion dans un
dans un rougail boucané bringel. Clément, tu nous as amené en métropole dans un bazar où la personne n'avait pas idée de c'est quoi un bringel. Donc, ça fait une belle transition pour cette deuxième question, Maya. Si tu étais un lieu vraiment typique, soit des Outre-mer, des îles ou de la Réunion, tu serais lequel? C'est quoi ton lieu préféré? En fait, j'ai envie de partir sur un lieu où j'ai passé que quelques jours. Donc, je n'ai pas eu la chance de revoir, mais en fait, c'est un lieu des Outre-mer qui se trouve à Tahiti. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Tahiti et c'est un atoll qui s'appelle Fakarava. Et dans cet atoll-là, il y a un endroit où j'avais été qui s'appelle l'île aux Sables Roses et un autre l'île aux Oiseaux où en fait, j'étais comme seule au monde. C'est-à-dire, j'étais avec 3 copines et on était toutes seules, à perte de vue, rien, aucun bateau, aucun. Donc voilà, endroit très très ressourçant. Après, en règle générale, moi, je suis plutôt eau, mer, etc. Donc pareil à La Réunion, moi j'aime beaucoup Langevin aussi. J'aime beaucoup aller prendre un petit bain bien frais, bien revigorant là en été quand il fait bien chaud. Voilà pour mes lieux. Ok, et ben de citer une petite île là en Polynésie, là aussi c'est une première. Donc le podcast commence bien là. Tu marques déjà beaucoup de points. Alors tu nous as parlé de ton plat, le boucané bringel. Tu nous as parlé de deux lieux qui font écho à vraiment comment dire des lieux propices à. Tu as employé le mot se ressourcer. Et justement, toi, quand tu as besoin de te ressourcer ou de t'inspirer ou alors de chiller, de t'ambiancer, c'est quoi la musique, le style de musique que tu écoutes? Alors, pareil, moi je suis très éclectique, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser, etc. Maintenant, pour plutôt me poser, chiller, etc., moi ça va plutôt être de la soul. Je suis un peu, enfin, je vais pas dire ancienne génération, hein, mais bon, j'ai passé les 40 ans, donc du coup, je fais plus partie de ceux qui ont 25-30 ans là. Et donc, moi, c'est plutôt des artistes, voilà, comme Erykah Badu, Jill Scott, et voilà, toute cette génération-là. Ok. Eh ben, franchement, dans les premières réponses là que tu apportes, il y a, comme tu dis, il y a pas mal d'éléments éclectiques. On sent que tu as une personnalité assez riche et avec des centres d'intérêt multiples. Donc là, ça nous intéresse beaucoup d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner dans les grandes lignes ton parcours, ce que tu as fait, les étapes un peu clés qui t'ont mené jusqu'à être là aujourd'hui avec Franck et Clément dans le podcast? Du coup, moi, j'ai grandi à La Réunion. Et puis, je suis partie, comme beaucoup d'ultramarins, après le bac pour les études. J'ai jamais eu de passion à proprement parler ultra prenante comme certains peuvent l'avoir et que ça peut déboucher sur un boulot. Mais j'avais des appétences ou des préférences pour certaines matières et notamment moi j'aimais beaucoup les sciences du vivant, la biologie, voilà, avec cet esprit curieux, etc. Et donc du coup, moi je me suis orientée vers la biologie dès le départ. Et donc, j'ai plutôt été à l'université à Paris 6, à Jussieu. Et donc, j'ai fait un master, j'ai fait tout un parcours où après, j'ai eu un master 2 de biologie végétale. Et en fait, ma spécialisation justement de dernière année, c'était orienté utilisation industrielle des produits végétaux. Donc, j'étais déjà orientée un peu sur la conservation des fruits, les maladies des fruits, légumes, etc. Ensuite, j'ai voulu revenir à La Réunion, mon diplôme en poche. J'ai voulu revenir à La Réunion et en fait, j'ai pas trouvé d'opportunité quand je suis venue. Après, c'est vrai que j'ai pas persévéré dans le temps. Au bout de 3 mois, parce qu'en fait, j'avais quelques contacts, peut-être quelques contacts pistons/pistons qui n'ont pas en fait abouti.
Et donc, au bout de 3 mois, finalement, j'ai pas continué. Je me suis dit non, je vais pas forcément trouver d'opportunité ici. Donc, je suis repartie en métropole. Et C'était en quelle année, Maya? C'était en quelle année, ça? c'était dans les années 2005, par là. 2004, 2000, ouais, par là. OK. Et puis, et en métropole, bah, pareil, dans mon domaine, ça a été compliqué. Alors voilà, moi, c'est un peu aussi le revers de la médaille de faire que des études universitaires et de pas forcément avoir une école d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'ai dû rentrer dans la vie active. Donc, finalement, j'ai été... j'ai commencé par de l'intérim, voilà. Là, c'était vraiment pour avoir un boulot, quoi. Et j'ai fait des petites missions comme ça dans les banques et assurances, mais vraiment des missions ultra basiques. Et en fait, il y a une entreprise où ils ont voulu me garder, ils m'ont proposé un CDI. Du coup, je suis rentrée comme ça, et puis j'ai gravi les échelons. Et finalement, je me suis orientée parce que je côtoyais beaucoup de... Je travaillais sur des logiciels de gestion, en fait, de contrats, de choses comme ça. Et j'ai côtoyé beaucoup de la maîtrise d'ouvrage. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais voilà, dans les entreprises, sur les logiciels, il y a les maîtres d'œuvre, donc c'est les informaticiens, on va dire, et la maîtrise d'ouvrage qui fait un peu le lien entre les utilisateurs et les informaticiens. Qui rédige les besoins en fait, et qui traduit les choses pour l'informaticien. Et donc je côtoyais beaucoup ces consultants-là, et finalement de fil en d'aiguille, ils me disent mais pourquoi tu ferais pas, tu n'essaierais pas et tout avec ton bac plus 5 machin. Donc finalement je suis entrée dans une boîte de consulting comme ça. Et je faisais voilà de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est pas de l'informatique pure et dure, parce que je suis pas très bonne du tout en informatique, mais voilà, c'était plutôt de recueillir des besoins et de les exprimer dans des genres de cahiers des charges ou d'expression de besoins pour les codeurs et puis les informaticiens derrière. Et du coup, cette expérience-là a fait que quand on est comme ça, en fait, on est salarié d'une entreprise de prestation, on va dire. C'est un peu l'équivalent des SS2I, quoi, souvent qu'il y a en région parisienne. Et dans ces jobs-là, en fait, tu as des missions qui sont plus ou moins longues. Et tu vas donc chez le client. Et donc, moi, mes clients, c'était des banques ou assurances. Voilà, donc j'ai fait des missions chez Humanis, BNP, et puis Natixis, enfin voilà, pas mal de boîtes. Et du coup, alors, ce que ça apporte, ça, c'est vraiment un peu cette capacité d'adaptation. Le fait que tu vas souvent chez un nouveau client, avec des nouvelles personnes, des nouveaux environnements, pas forcément les mêmes méthodes de travail chez les uns, chez les autres. Voilà, donc il y a ce côté où il faut s'adapter tout le temps, quoi. Et du coup, il faut, je pense qu'après, c'est aussi, il faut être sociable, hein. il faut voilà, aimer à chaque fois découvrir de nouvelles choses et puis s'adapter aux autres et à tout ça. Donc voilà, c'est ce que je retire de en tout cas de cette expérience-là. C'est d'avoir pu développer en fait ma capacité d'adaptation. Et donc suite à ça, j'ai ensuite la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui finalement était de Guadeloupe. Et j'avais depuis un bout de temps envie de changer, de quitter Paris, parce que la vie était un peu
pas facile, quoi. Enfin, la routine, le métro, le froid, etc. J'avais un peu envie de quitter. C'est vrai que je commençais à penser à retourner à La Réunion. Mais en même temps, avec l'expérience que j'avais acquise, je me disais, mince, est-ce que ce genre de poste, je vais pouvoir le valoriser? Parce que c'est vrai que toute cette activité-là, elle est plutôt centralisée dans les sièges. Et les sièges, ils sont plutôt en région parisienne ou dans les très grandes villes métropolitaines. Donc voilà, j'étais comme ça. Et puis finalement, la vie a fait que voilà, j'ai rencontré quelqu'un de Guadeloupe et du coup, je me suis dit que pourquoi pas aller là-bas. Donc ça, puisque j'avais cette envie de partir quand même. Et finalement, j'ai été là-bas et puis j'ai eu mon fils. Et je suis revenue avec lui ensuite à La Réunion quand il avait 6 mois. Et c'est là que toute l'aventure m'a fait a démarré. Donc là, ça nous emmène en quelle année, là, Maya? Là, on est en 2000. Donc, quand j'arrive à La Réunion, on est en fin 2017, fin décembre 2017, quoi. Et voilà, donc du coup, j'arrive à La Réunion en ayant avant, du coup, vécu aussi en ayant pas mal voyagé aussi. Enfin, pas mal, en tout cas, comme j'ai pu. Du coup, j'ai pas mal voyagé. Ça m'a aussi, c'est beaucoup d'ouverture d'esprit, ça, et et aussi beaucoup de sorties de zone de confort, en fait, qui font que voilà, j'arrive à La Réunion avec une certaine expérience, en fait. Ok. Donc, on est en 2017. Ouais. Tu reviens à La Réunion. Alors, après un premier retour, après tes études qui n'a pas abouti, tu reviens avec une expérience professionnelle riche de plusieurs années dans ce milieu-là du consulting où tu dis que tu as travaillé sur 2 choses, c'est la récolte et la traduction des besoins dans le milieu de l'informatique. Ça t'a aussi permis de travailler sur ta faculté d'adaptation à toute situation. Tu reviens aussi forte de tes différents voyages, de ce que tu as pu voir et découvrir à l'étranger. Il y a tout ça qui fourmille autour de toi. Et dans le storytelling de ton entreprise, Mamie l'a fait, on y arrive. Il y a justement cet élément-là, moi, qui m'a beaucoup parlé. Tu dis que l'idée de l'entreprise est venue justement de ce besoin-là que tu avais de pouvoir offrir à ton fils, tout petit, des petits pots de qualité. Et là, tu fais face à un manque. Oui, bien sûr, c'est ça, en fait. C'est que, alors moi, justement, tout ce temps-là, j'étais partie. Je ne vivais plus à La Réunion, mais je revenais quand même assez régulièrement. Mmh. Donc voilà, à peu près une fois par an. C'est vrai que sur la fin, je revenais plus régulièrement. C'est souvent comme ça, quand on commence à en avoir marre d'un côté, on vient un peu plus régulièrement pour essayer de voir C'est un bon indicateur. Voilà, exactement. Et en fait, du coup, moi, je voyais quand même La Réunion évoluer. Bon, il y a, bien sûr, on entend, il reste tellement de choses à faire, beaucoup de choses, etc. Mais je voyais l'offre, notamment l'offre alimentaire progresser, qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites en local, même des pizzas fraîches en local, du 4e gamme surgelé, des conserves, des confitures, ça existait depuis un bout de temps. Mais il y avait quand même beaucoup de choses qui se développaient, je trouvais. Et en fait, c'est vrai que quand mon fils qui avait 6 mois quand je suis arrivée, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'on nous propose quoi dans les commerces. Parce que bien sûr, bon, j'avais quand même, déjà, je ne travaillais pas encore puisque je venais juste de revenir, donc j'avais quand même le temps de préparer des choses pour lui. Je faisais, d'ailleurs, j'avais eu en cadeau d'une tante un petit baby cook, donc je faisais moi-même tous ces petits plats. Enfin, tous ces petits, c'est même pas des plats au début, c'est vraiment juste des purées de légumes ou de fruits. Mais du coup, je regardais qu'est-ce que en pharmacie, en grande distribution, etc.
et je voyais aucune marque locale. Et en fait, moi, au début, en fait, ça a été vraiment un étonnement, dans le sens où on est à La Réunion, il y a quand même pas mal de ressources. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font en agroalimentaire, en local, et même en jus, en yaourt, etc. Mais c'est bizarre que sur ce créneau-là, sur cette offre-là, on n'est rien. Donc au début, ça a été vraiment juste ce truc-là qui est passé dans ma tête quand je faisais les courses, quoi. Et puis, donc le truc est resté un peu dans ma tête, mais en même temps, je commençais un peu à en parler autour de moi, à ma famille, tout ça. Je disais, c'est bizarre quand même. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une offre pour les bébés en local et tout et tout. Les petits pots Bringel. Ouais, le typo Bringel existe, monsieur. Donc, je l'ai sorti, nous l'avons sorti, même il a fait la sortie là. C'est le dernier né d'ailleurs des pots légumes. Donc voilà, non mais ouais, effectivement, c'était vraiment un étonnement, quoi, une question qui restait en suspens. Et puis, du coup, alors, donc il y a eu après toute l'installation, là, quand je débarque avec mon fils, après, il y a toute la phase, trouver un logement, etc., la crèche, prendre ses marques, voilà, donc ça a pris un petit temps. Et je me souviendrai toujours, en fait, quand j'ai réussi à trouver une place en crèche, donc ça, il devait avoir 1 an, donc ça correspondait à la période d'août. Donc après, là, c'est là où je commençais à me dire, là, il faut quand même que je commence à voir qu'est-ce que moi je vais faire professionnellement, etc. Et donc, je venais de le déposer en crèche. C'était la première semaine où il commençait la crèche. Et je vais marcher à la Pointe du Diable. Et donc, du coup, j'écoute la radio, Réunion Première et tout. Et j'entends parler d'un Startup Weekend. Alors, je connaissais pas du tout le concept, moi. Vraiment, je le découvrais à la radio. Et donc, le truc, c'est qu'il y a une fille qui intervient, donc c'est Christelle. Elle intervient en tant que participante, mais pas en tant que pitcheuse. Elle va pas porter de projet. Elle dit, donc c'est l'association WebCup qui l'a conseillé de venir. Donc, elle dit juste que elle veut apporter ses compétences sur un projet qui va peut-être l'enthousiasmer. Donc, voilà. Et donc, l'animateur lui dit qu'est-ce que vous faites, etc. Elle dit moi, je suis ingénieure agroalimentaire. Voilà, je travaille sur l'alimentation, machin et tout. Là, je lui dis, peut-être que je peux aller présenter mon idée, en fait. Et carrément, dans mon truc, je me fais un scénario. Je dis, si ça se trouve, elle va bien aimer mon projet. Peut-être qu'elle va venir travailler dessus et tout et tout. Enfin bref, je me fais le scénario. Je me fais tout le scénario. Et donc, finalement, je m'inscris. Mais après, comme je raconte, j'ai fait un petit post là sur LinkedIn il n'y a pas trop longtemps, entre le moment où on se dit oui, on va aller pitcher et le moment où vraiment il faut le faire, c'est pas facile parce qu'il y a tout un tas d'émotions qui passent. Il y a de se dire, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, parler devant 200 personnes, voilà, c'est pas facile. Bon, finalement, on a quand même une aide de l'association qui nous fait une petite formation sur comment pitcher, nous donner des astuces, etc. Donc, j'y vais. Et puis finalement, je m'entraîne à faire mon pitch et tout et tout. Et jusqu'au dernier, je suis là en mode j'y vais pas. Voilà. Et finalement, j'y vais. Après, c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a rien à perdre. Mais c'est fou, là j'en parle, j'ai encore l'émotion de la boule au ventre là, de ce que j'ai ressenti avant de passer, en fait, avant de parler. Et donc voilà, je débarque avec mon petit chouchou, un peu gros pour que tout le monde puisse le voir, mais voilà, l'idée c'était de dire, est-ce que vous connaissez ce fruit-là? C'est le chouchou, c'est un peu le fruit emblématique de La Réunion. Et moi, j'aimerais que mon fils il puisse manger ça. Donc, du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire des petits pots pour bébé à base de produits locaux. Donc, voilà, c'était ça, en gros, le démarrage et le premier pitch. Alors, le storytelling est incroyable. Tu déposes ton fils à la crèche, tu vas marcher, tu entends cette annonce à la radio c'est les planètes qui s'alignent. Donc, et là, c'est un truc intéressant que tu dis, c'est qu'effectivement, tu avais cette idée-là dans la tête
avais remarqué ça, tu en discutais un petit peu avec tes amis. Et c'est vrai que la première étape, quand le projet commence à se concrétiser, c'est quand on commence à le verbaliser en fait et mettre justement un peu des verbes, trouver la proposition de valeur, essayer de définir la mission, la vision. Et c'est un processus, c'est un processus qui peut être assez long. Et justement, les événements comme les Startup Weekend permettent vraiment de venir raccourcir ce temps pour arriver à un projet finalement mûrement réfléchi, mais en l'espace de 48 heures. Et je sais que ça, c'est un aspect du projet qui intéresse beaucoup Clément, qui a d'ailleurs été jury là, au tout dernier Startup Weekend cette année. Donc, je sais qu'il avait quelques questions qu'il souhaitait te poser. Ouais, carrément. Alors, on a été partenaire, mais pas jury et coach, mais bon, c'est pas très grave, c'est presque pareil. Mais en tout cas, c'est vrai que le sujet du Startup Weekend et des concours globalement, moi, m'intéresse particulièrement parce que je trouve que sur nos territoires, on a la chance du coup d'avoir ce type de manifestations qui permettent tout simplement de faire émerger des projets qui peut-être n'auraient pas émergé si ça n'existait pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Mais moi, je voulais quand même revenir un tout petit peu en avant. C'est toi, Maya, quand tu vas sur ce projet, la Startup Weekend et tout ça, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Est-ce que toi, tu t'étais déjà dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que c'est l'idée, on va dire, qui a tiré un peu ça? Tu vois, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais anticipé tout ce qui s'est passé par la suite ou c'est vraiment ton idée qui t'a drivé? Non, alors oui, moi je ne suis pas, à la base, j'étais pas dans l'optique de dire je vais entreprendre. D'ailleurs, alors en fait, pour revenir sur mon parcours un peu avant, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être vers 2010-2011, j'avais à un moment donné entre deux missions, donc je ne travaillais pas, j'étais en intercontrat et du coup j'avais pensé déjà, je me souviens, je suis retombée d'ailleurs sur les feuilles là, j'avais gratté genre 3-4 feuilles recto verso. Parce que je voulais à l'époque faire une boutique un peu épicerie fine de produits locaux, pays, mais en métropole. Donc, j'avais gratté le truc, j'avais fait des recherches et tout sur Internet, enfin plein de trucs. Et après, le truc est un peu tombé aux oubliettes. Et c'est vrai que j'ai repensé dernièrement, je me dis, j'avais pas l'esprit d'entreprendre, mais c'était vraiment l'idée. Et le point commun entre ce truc-là, là, il y a quelques années, et même il a fait, ou en tout cas les petits pots bébés, ben, finalement, c'est vraiment cet attachement au terroir et aux produits du terroir, quoi, en fait. C'était vraiment cet amour de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre, et en particulier les locaux, la diaspora à l'étranger ou en métropole. Et ici, c'est de pouvoir justement faire accéder aux bébés qui n'ont pas encore cette offre alimentaire. Et pour revenir à ta question, en tout cas, voilà, j'avais pas c'était pas dans l'optique de me dire j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que je fais? Et là, je brainstorm pour me dire quelle idée je fais, etc. Non, c'est vraiment l'idée. Et l'arrivée au Startup Weekend, c'est vraiment, comme a dit Franck, c'est l'alignement des planètes, la conjoncture qui a fait que du coup, les trucs se sont calés pour que moi, j'avais cette idée-là. Et j'arrive au Startup Weekend avec l'idée, mais je n'avais pas dans l'idée de dire forcément que ça va complètement déboucher sur une entreprise. Bien sûr, quand tu as l'idée, tu te dis j'ai envie que ça aille au bout et tout, mais j'étais pas, voilà, je ne pensais pas que j'allais entreprendre en tout cas. Ok. Et donc, tu arrives avec ce fameux pitch au Startup Weekend avec le chouchou et a priori, donc le pitch arrive à convaincre. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, voilà, le résultat, on va dire, de ce Startup Weekend et qu'est-ce que ça donne ensuite? Alors, dans le Startup Weekend, du coup, j'ai quand même eu la chance. Moi, je suis vraiment arrivée toute seule parce qu'il y en a qui arrivent avec 2 ou 3 personnes déjà. Pareil, il y a des projets qui sont plus ou moins avancés. Moi, c'était vraiment l'idée point barre.
moi toute seule et l'idée. Et dans ce startup, alors justement, ce qui est marrant, c'est que la première personne à qui je parle arrive aussi pour pitcher un projet. Et son projet, finalement, elle est partie sur un autre projet dans le même Startup Weekend, mais pas sur le mien. Et il se trouve que par la suite, on a noué voilà, des relations là, à la première personne que j'ai parlé. Donc, et c'est mon associé actuellement. C'est-à-dire que voilà, il y a déjà l'entreprise commençait à se mettre en place là avant même le pitch, quoi. Voilà, j'avais payé mon 1 euro, je parle à quelqu'un. Et voilà, c'est finalement la suite nous dira que ça a été mon associé. Ensuite, du coup, j'ai eu la chance d'avoir 10 personnes qui m'ont rejoint sur le projet ce week-end-là. Tout le monde n'est pas resté, mais notamment, il y avait un deuxième associé, donc un associé qui était dans l'équipe même, qui est resté associé aussi. En fait, j'en parle dans le détail là parce que du coup, pour montrer à quel point ça a été quelque part important, même ce laps de temps-là de Startup Weekend. J'ai une diététicienne qui vient me parler le vendredi soir qui me dit j'ai adoré ton projet, ton pitch, machin. Par contre, je peux pas participer, je peux pas être dans l'équipe parce que je prends l'avion demain matin. Mais voilà mes coordonnées et tout. Si tu veux rappeler, il n'y a pas de souci. Bon je l'ai pas rappelé tout de suite, mais 6 mois après, quand ça a été un peu plus structuré, un peu plus etc., on s'est rencontrés. Et hop, elle est associée aussi. Elle est dans le projet. Donc voilà, c'est pour dire que le Startup Weekend là a été très riche en tout cas. Et donc on a eu le deuxième prix ce jour-là. Donc on était très très contents. Et là, c'est un peu Là, on met un pied dans le monde entrepreneurial et l'écosystème entrepreneurial de La Réunion. Donc, moi, comme je gravitais pas encore dedans, je découvre tout, quoi, en fait. Suite à ça, du coup, il y a eu une grosse partie réseautage pour pouvoir mettre en place les choses, pour pouvoir… voilà, alors il faut savoir aussi que du coup, quand je dis que je suis partie de zéro, c'est que je suis partie de zéro, c'est-à-dire voilà l'idée et puis c'est tout. Et puis pas de fonds, pas d'associés, pas de voilà. Donc du coup, il y a eu toute cette pas de local, pas de etc. Donc il y a eu toute cette phase de pouvoir un peu structurer les choses pour être fort, pour pouvoir créer une société quoi et un modèle qui tienne la route. Ok. Donc, en tout cas, là, si on synthétise, il y a quand même un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu vas à la Startup Weekend en te disant, bon, j'ai une idée, ça pourrait être sympa, et tu repars avec des associés et des personnes avec lesquelles tu vas collaborer. Donc, je trouve qu'en termes de temps investi et en termes de retour d'investissement sur ce temps investi, c'est juste génial, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y avait Pierre Tambouran qu'on interviewait juste avant, donc au précédent épisode, qui qui faisait un peu le même constat en fait. Lui, il a aussi trouvé ses associés au Startup Weekend, donc il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments qui reviennent. Et donc, ce qui se passe après, donc toi, tu décides du coup suite à ces super interactions que tu as au prix aussi, qui j'imagine te conforte dans l'idée, dans le projet. Donc là, tu te dis, OK, j'y vais. Et à partir de ce moment-là, donc tu vas aller réseauter, aussi essayer de découvrir l'écosystème startup que tu ne connaissais pas. Et donc, est-ce que tu peux nous dire les grandes étapes, tu vois, de la création de Mamie l'a fait? Donc là, tu dis, OK, je suis convaincu, je me lance, j'ai des gens qui veulent me suivre, j'ai une bonne confiance en mon projet. Donc, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi les grandes étapes de la création d'un projet, d'un produit aussi? Parce que finalement, c'est aussi aller faire des petits pots. J'imagine que tu n'avais peut-être pas aussi connaissance exactement de comment faire des petits pots. On est dans le domaine de l'alimentaire, donc il y a quand même pas mal de normes d'hygiène, il y a pas mal de cadres à respecter. Voilà, comment tu te lances et c'est quoi les grandes étapes de la création de tout ça? Une fois que l'équipe est là,
Il y a le côté produit. Donc, vraiment, sur quel produit on part. C'est-à-dire, petit pot bébé, bon, bah, c'est bien, c'est l'idée, mais ça reste quand même assez vague. On peut faire du frais au jour le jour, faire un abonnement, aller livrer les parents. On peut faire de la semi-conserve, c'est-à-dire que ça se garde au frais, mais du coup, la DDM, elle est courte. On peut faire, comme nous, du produit stérilisé. On peut utiliser du bio ou pas. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses aussi à définir sur ce produit. Et nous, on a fait le choix de partir sur des petits pots stérilisés dès le départ. D'ailleurs, ça faisait beaucoup débat au sein de l'équipe parce qu'il y avait deux modèles possibles, hein. On pouvait aussi partir sur du frais et puis de l'ultra frais avec une chaîne du froid à gérer. Maintenant, nous, on a choisi vraiment de s'affranchir de cette chaîne du froid parce qu'on est dans un pays chaud quand même. On ne veut pas, même si nous, éventuellement, on partait sur cette solution-là et qu'on gère notre chaîne du froid du début à la fin, à partir du moment où le pot il est livré, le client il a le repas, on ne maîtrise plus ce qui se passe. Et nous, on ne voulait pas qu'il puisse y avoir de problèmes ou de choses comme ça par rapport à ça. Donc, voilà, donc il y a déjà aussi de trouver le modèle. Ensuite, une fois qu'on se dit, OK, on part sur des pots stérilisés, et ben du coup, il faut trouver le matériel pour le faire et l'endroit pour le faire. Donc là, pareil, ça a été dans le réseautage, là, à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ah, ben, je connais un tel qui travaille dans un atelier partagé à Trois-Bassins. Tiens, ben, je te donne son numéro, tu devrais aller voir, machin. » Donc, finalement, ça s'est fait. Eux, ils ont… alors, à la base, là où je transforme, c'est que des producteurs. C'est des gens qui produisent eux-mêmes leur matière première. Mais alors, donc moi, je ne suis pas productrice, mais ils ont en fait aimé le projet. Et du coup, ils se positionnent un peu comme un incubateur, entre guillemets, agroalimentaire de jeunes pousses. C'est-à-dire qu'ils nous aident aussi, parce qu'ils aiment le projet, à pouvoir sortir le produit. Donc, il y a eu voilà, cette phase de trouver cet endroit-là. Où on transforme habituellement. Ensuite, il y a la phase finance, trouver les sous. Donc là, il y a tout un… Il y a aussi, on a fait beaucoup d'administratifs et de dossiers. Hein. Ça, il ne faut pas mentir aux jeunes porteurs de projets. Hein. Il y aura de l'administratif, il y aura du… Voilà, il faut s'y préparer parce que l'administration française est comme ça et il y a beaucoup de dispositifs qu'on peut solliciter, mais il y a pas mal de dossiers à faire. Et dès le départ, d'ailleurs, nous, on a commencé à constituer un dossier sur Mamie l'a fait, sur l'historique, et qu'on met un peu à jour ponctuellement. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas mis à jour parce que là, on n'a plus trop le temps. Mais voilà, c'est-à-dire que souvent, tout le monde me disait oui, alors là, que maintenant que tu as le temps, non, étant donné que tu as le temps, là, il faudrait que tu profites pour te former, profite pour faire ci, profite pour faire ça. Alors à l'époque, je ne mesurais pas trop la teneur de ces propos-là. Mais maintenant, je comprends complètement. C'est-à-dire que là, quand on est dans le dur, dans la production, dans toutes les tâches quotidiennes et nécessaires pour la vie de l'entreprise, oui, on comprend mieux cette histoire de temps dont on nous parlait. Et donc, il y a le côté financier, voilà, donc pas mal de aller chercher des subventions, aller répondre à des appels à projets. Comme Pierre d'ailleurs, comme Biofuel, on a été lauréat de l'appel à projet ADEME Région 2020 pour pouvoir en fait faire de la réutilisation sur nos contenants en verre. Entre autres, il y avait 3 études en fait. Il y a une étude sur donc l'éco-conception des pots. Il y a une étude sur la valorisation des biodéchets parce que comme on est sur de la matière bio,
eh ben, on se dit que ces déchets, ils peuvent peut-être être valorisés d'une autre manière que du compost. Et puis, il y avait aussi une étude sur la traçabilité de nos produits. Et notamment, on a travaillé avec l'étude a été faite par une entreprise, une start-up en métropole qui s'appelle Connecting Food et qui fait en fait, de la traçabilité. Nous, l'idée, c'était de faire la traçabilité du champ au petit pot. C'est-à-dire, quand on prend un petit pot, on scanne le code barre, le QR code qu'il y a dessus. Et voilà, et on voit que la matière première, elle a été produite et récoltée par Monsieur Rivière à Salazie tel jour, que ça a été après livré à la coopérative tel jour, que tel autre jour, Mamie l'a fait, a pris en charge, a transformé, et qu'à la fin, ça a été mis en pot tel jour et qu'à la fin, ça se retrouve donc chez le client. Et donc, on a fait cette étude-là. Et ensuite, donc il y a pas mal en termes financiers, c'est toutes ces choses-là, appel à projet, subvention, prêt. Moi, j'ai aussi, du coup, j'ai obtenu un prêt d'honneur de la part d'Initiative Réunion. Ensuite, sur la faisabilité du produit en lui-même, on a eu la chance d'avoir un dispositif. On a été les premiers d'ailleurs à La Réunion, là, de la part de France Active Réunion, qui s'appelle l'Émergence. Et du coup, c'est un dispositif qui est financé par des financeurs privés et qui permet d'aboutir à la création de l'entreprise et au prototype en fait. Donc ça nous a quand même bien aidé aussi. Donc voilà, sur le volet financier, ça a été plutôt ça. Ensuite, et après, nous, on avait du coup une grosse partie sur cette fameuse stérilisation des pots qui est technique. Comment se faire accompagner. Et c'est vrai que nous, on a à cœur, depuis le départ, de pouvoir travailler en local, sur le territoire. Comme je disais, dans nos valeurs, il y a l'ancrage territorial qui est très, très important. Je veux dire, tant qu'on peut faire appel aux compétences en local, on le fait. S'il y avait des verreries en local et que les pots étaient fabriqués en local, on prendrait des pots en verre locaux. Mais voilà, parfois, on n'a pas forcément tout sur le territoire. Et notamment pour cette compétence-là, de pouvoir avoir déjà savoir comment stériliser nos pots, appliquer les bons barèmes, les bons traitements thermiques, et ensuite avoir une habilitation à l'autoclave, parce que en fait, ce qui nous sert à stériliser nos pots, c'est un autoclave, et l'autoclave, en fait, c'est comme une très très grosse cocotte minute. Ce qui fait que on n'utilise pas ça comme on utilise. C'est pas juste appuyer sur un bouton et ça s'enclenche, etc. Il y a une habilitation à avoir parce que ce sont quand même des appareils qui peuvent être dangereux si mal utilisés. Une cocotte minute, si tu l'utilises mal, même à la maison, ça peut exploser, ça peut, voilà. Donc, il y avait ce volet habilitation aussi qui est décerné que par certains acteurs. Et pareil, en local, il y a eu des soucis, on n'a pas pu se faire accréditer. Et donc, on s'est tourné vers un centre technique en métropole qui s'appelle le CTCPA, qui est vraiment le centre de référence pour tout ce qui est conserverie. Et en fait, la personne était OK pour nous former, etc. Sauf que, donc là, c'est la première fois que je l'évoque, mais depuis le début, ça a quand même été compliqué, ce truc-là, ça a été le Covid. Le Covid a été quand même, est venu freiner un peu l'évolution du projet. Et en fait, là, notamment pour la formation, entre le moment où on a sollicité la personne, donc c'était genre en novembre 2020, ou octobre-novembre 2020, on a pu commencer une première formation qu'en février-mars 2021, mais
première partie que théorique en distanciel parce que le gars ne pouvait pas venir à cause des restrictions Covid. Donc, du coup, on a trouvé cette solution-là. On s'est dit, on va quand même commencer en distanciel sur la théorie. Et puis après, il viendra quand il pourra venir. Et c'est comme ça que ça s'est passé, sachant qu'après la théorie, on a commencé, nous, de notre côté, à expérimenter, à faire des lots de tests et tout. Mais finalement, c'est vraiment quand il est arrivé qu'on a eu la bonne méthode, qu'on a pu vraiment monter en compétence sur tout cet aspect-là. Donc ça a été ça a été un point clé, la venue de ce formateur, de cet ingénieur formateur en fait à La Réunion. Donc il est venu en fin août 2021. Et donc après, on a eu genre quelques mois, mais genre 2-3 mois de tests. Et les premières prods, elles sortent, les premières prods pots commercialisables en novembre. Donc voilà, donc ça a vraiment été l'élément qui nous a permis de se rapprocher du but, de se rapprocher du produit final. Et là, il y a un élément que tu n'as pas encore évoqué, Maya, et moi qui m'intéresse pas mal, c'est la distribution et la commercialisation de tes produits. Oui. Comment vous aviez réfléchi à ça? Parce que on sait que récemment, tu as lancé un site internet qui est très, très sympathique d'ailleurs. Est-ce que c'était dans votre idée déjà de faire la distribution en ligne ou est-ce que vous aviez… quelle était votre stratégie de distribution initialement? Alors, en fait, c'est vrai qu'au tout départ, on a toujours voulu être dans de la vente directe. En tout cas, sur nos projections sur le début de l'activité, ça a toujours été d'être en vente directe, mais plutôt aux professionnels de la petite enfance, donc tout ce qui est crèche, MAM, etc. Et en deuxième partie, les particuliers. Ça, c'était notre stratégie de départ, mais quelque chose qu'on apprend aussi sur le tas, qu'on apprend dès le début, qu'on nous dit en tant que porteur de projet et créateur d'entreprise, on nous dit souvent il faut pivoter, tu verras, tu vas devoir pivoter, tu vas devoir machin en fonction de comment ça se passe. Et là, effectivement, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que quelque part, on a une stratégie, c'est pas forcément celle-là finalement qui peut se mettre en place dès le départ pour tout un tas de raisons. Mmh. Et là, en fait, nous, quand on a commencé à commercialiser, il se trouve que on s'est mis un peu des challenges et notamment Muriel a été pas mal moteur de ça, de nous booster sur la fin de l'année, de pouvoir se dire, bon, allez, à la fin de l'année, là, on sort les premiers pots, on a des étiquettes, machin, marketés, et on commence à les vendre, ou sinon, c'était même pour nous, pour notre entourage, de se dire, parce qu'on a quelques bébés, de se dire, on peut offrir à ces bébés-là quelques pots, ils auront des pots sous le sapin. Voilà, c'était un peu notre objectif de départ. Et donc, finalement, on l'a tenu, on a pu le faire. Et après, il y a eu le début de l'année, ça a été beaucoup de prod, de production, de travailler la matière, du coup les fruits, puisque c'était la saison des fruits, les mangues, les litchis et tout, donc ça c'est assez court, donc on a beaucoup capitalisé là-dessus. Et très vite, on a eu des opportunités via nos partenaires, par exemple Initiative Réunion qui nous a proposé de faire une vente éphémère, des trucs comme ça. Et du coup, très vite, finalement, c'est plus les particuliers qui ont commencé à nous connaître. Et nous, en même temps, il fallait qu'on commence à vendre aussi. Et finalement, ça a plus été les particuliers dès le début. Et il y a eu différents événements comme ça où on se faisait connaître et où on s'est dit, du coup, on va partir là-dessus. Par contre, le site internet, il était dans notre tête dès le départ. Il y avait toujours le souhait de pouvoir vendre par Internet et notamment, donc du coup, sur Internet, il y a un volet pro et un volet particulier avec
le fonctionnement habituel. On se connecte, on crée un compte et puis on peut. Et du coup, le pro, il est autonome sur sa commande. Parce que là, jusqu'à maintenant, avant que notre site soit opérationnel, c'était qu'on m'appelait, on dit voilà, je veux tant de pots de telle saveur, machin, ou par mail. Et à chaque fois, il faut que je répète, voilà, il y a telle saveur, il y a tel truc. Donc, alors que là, sur le site, il y a tout ce qui est disponible, on gère notre stock sur le site internet et c'est beaucoup plus simple comme ça, quoi. Et ensuite, sur la distribution, on ne voulait pas forcément tout de suite aller sur des enseignes ou des choses. Et finalement, il y a des magasins quand même qui nous ont sollicités. Et puis, finalement, on démarche aussi, mais plutôt les boutiques. Les petites boutiques en lien soit avec le bio, soit avec l'enfance ou le bébé. Et donc, voilà. D'accord. Et Maya, pour faire un bilan de tout ça, et c'est hyper riche tout ce que tu me dis, et c'est hyper intéressant. Entre le moment où tu quittes le Startup Weekend avec cette idée, OK, on y va, et le premier pot qui sort, il se passe combien de temps? Beaucoup de temps. Il se passe... je te dis, je suis sortie du Startup Weekend en septembre 2018. Et le premier pot, il est allé, on va dire, en décembre 2021. Donc, tu as 3 ans et demi. Tu as 3 ans et quelques mois. Ouais, 3 ans et demi. Et il y avait quand on avait fait le startup, on avait en fait budgété notre projet, en gros, dans le startup, parce que le projet de base, c'était vraiment avoir notre propre chaîne de production, les employés, enfin tout. C'était un projet à 1 million d'euros, quoi, en gros. Maintenant, on peut pas forcément, on n'a pas pu commencer comme ça parce qu'il faut qu'on fasse la preuve du concept, il faut qu'on ait le produit et tout et tout. Donc ça, c'est la solution alternative, l'atelier partagé. Et donc du coup, à l'époque, l'un de mes associés là nous avait dit en sortie de Startup Weekend, il m'avait dit, tu verras Maya, là, tu en as pour minimum 3 ans. Il me dit, les premiers pots, tu verras que ça sera début 2021. Et en fait, ça a été encore plus repoussé. Bon, après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs. Mais effectivement, il n'a pas du tout menti parce que sur toute cette expertise, notamment qu'on a à sécuriser, le côté technique, le côté sécurité alimentaire du pot, du petit pot, ça prend pas mal de temps. Et après, il y a tout ce qui est développement de recettes, mais ça, on le fait au fil du temps. Et mais c'est un processus assez long. Donc, c'est sûr qu'il faut tenir le coup. Après, il y a 2-3 jalons qui font que, à un moment donné, on a aussi participé au concours de création des entreprises innovantes, qui fait que ça nous conforte aussi dans le truc à chaque fois et puis ça nous rebooste. Et ça rebooste parce que notamment sur ce concours-là, on avait eu 3 prix, dont le prix du public. Et ce prix-là, en fait, pour moi, c'est presque le plus gratifiant parce que finalement, c'est celui qui te dit que d'accord, ton produit, nous, public, on le valide. On pense que ça sera un bon produit. Donc, c'est sûr que ça rebooste et puis ça rebooste aussi un peu des fois financièrement parce qu'il y a des petites dotations financières et notamment cette dotation financière, elle m'a permis d'apporter à la société pour le capital de départ. D'accord, ok. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui au moment où on parle? Donc, on est en juillet 2022, vous avez sorti les premiers pots, vous les commercialisez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur le chiffre d'affaires que vous générez et aussi sur la projection peut-être de ce que vous allez faire sur 2, 3, 5 ans pour Mamie l'a fait, la stratégie un peu de développement? Ouais. Alors le chiffre d'affaires, comme il n'est pas révélateur, là c'est vraiment que depuis 2 mois qu'on a vraiment quelque chose de significatif. Donc ça vaut même pas le coup de l'évoquer. Maintenant, en termes de production de pots, pareil, on n'est pas à notre capacité maximale parce que de toute façon, pour l'instant, je suis toute seule. Alors ça, c'est un truc aussi qu'il faut voir. Je suis vraiment qu'au début. Je ne suis pas comme certains autres que vous avez interviewés qui sont déjà bien avancés. Nous, on est conscient d'avoir parcouru vraiment beaucoup, beaucoup de chemin.
Ouais. Mais par exemple, moi, sur la prod, je fais tout. Je suis la seule dans l'opérationnel. Donc, les petits pots qu'on voit, c'est moi qui fabrique tout. Il y a toute la logistique par derrière, etc. Et donc, du coup, je suis limitée dans la prod et on va bientôt embaucher, bien sûr, pour pouvoir augmenter les capacités. Mais actuellement, voilà, sur la semaine dernière, on est à 450 pots semaine. Parce qu'on est pareil, sur un atelier partagé, on est limité. On ne peut pas faire comme on veut. On est sur des créneaux qu'on loue. Il faut partager, puisqu'il y a d'autres, par définition, il y a d'autres aussi qui utilisent. Voilà, nos projections, après, c'est d'arriver en vitesse de croisière à 1200 pots semaine sur l'atelier partagé et d'aller après, nous, notre projection, c'est bien sûr d'avoir notre propre chaîne de transformation. Et là, ça sera autre chose, puisque là, du coup, tu produis 5 jours par semaine minimum, et tu as l'outil aussi pour pouvoir, quand on te dit, parce que là, je dis ça parce que il se trouve que hier, j'ai eu le cas où la coopérative où je prends les fruits était en train de liquider du goyavier bio, genre vraiment pas cher. Sauf que moi, je n'avais pas la possibilité de le prendre, je n'ai pas la possibilité de le surgeler, je n'ai pas la possibilité de le stocker. Mais voilà, donc quand on aura notre chaîne, quand quelqu'un nous dit oui, j'ai 100 kilos de chouchou là, machin, je dis allons, donne-moi, je prends. Enfin, j'achète en tout cas. Et puis je transforme ou je surgèle et après, je peux en faire quelque chose, quoi. Donc, voilà. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Maya, pour vraiment toutes ces précisions. Cela dit, c'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Avant de se quitter, on a commencé, tu vois, avec le portrait créole pour savoir un peu qui tu es. Tu nous as raconté l'histoire de Maya et de Mamie Lafay. Maintenant, on va se quitter avec des choses un peu plus pragmatiques et je vais laisser Clément t'expliquer tout ça. D'accord. Ouais, alors on a l'habitude, nous, Maya, de clôturer nos épisodes avec 3 questions très rapides auxquelles on va te demander de répondre de la manière la plus concise possible, idéalement en quelques mots. Donc la première question, c'est quel est le conseil que toi tu donnerais, ou en tout cas que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé et que tu donnerais potentiellement à quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Moi, je dirais juste de ne pas se décourager. Ok. Et à ton avis, dans tout ton parcours, c'est quoi la plus grosse erreur que tu aies commise? La plus grosse erreur. Mais le pire, c'est qu'il y a des trucs, finalement, tu te dis oui, sur le moment, c'est nul ou machin, mais après, tu vois une utilité ou un truc qui fait que c'était un mal pour un bien ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, moi, je dirais, et peut-être là, je suis en plein dedans, c'est peut-être délaisser un peu, me délaisser ou ma santé un peu. Et il faut ne pas se dégager de temps pour soi et ne pas vraiment, au même titre que par exemple, je cale une visio, je cale tel truc pour ma prod, je cale telle réunion ou tel truc, et il faut caler, il faut caler du temps pour soi et pour être bien, parce que finalement, les deux choses les plus importantes qui comptent sur toi, en tout cas moi, c'est mon fils et la société sur lesquelles du coup voilà, moi je pense que là j'ai eu un petit moment où j'ai pas encore réussi à bien équilibrer tout ça. Ouais. Et voilà. Donc ne pas équilibrer, on va dire, le côté pro et perso, quoi, globalement. Voilà, j'y travaille, ouais. Ok. Et pour terminer, ce sera ma dernière question. À ton avis, c'est quoi la qualité absolument nécessaire à un bon entrepreneur? S'il n'y en a qu'une seule que tu dois retenir. Ouais, la persévérance. Je dirais la persévérance. Ok. Eh bien, écoute, on retiendra ce dernier mot de persévérance.
Maya, un grand merci pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Franck, je le vois encore sourire et je partage son sourire parce qu'on a vraiment passé un bon moment avec toi. Tu nous as emporté dans ton histoire, dans les petits pots Mamie l'a fait. Et moi, il y a un truc peut-être que je voulais remettre en avant, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup dit dans les précédents épisodes, et on le voit à travers ton histoire, c'est qu'une entreprise, c'est aussi beaucoup des valeurs, une histoire, c'est une raison d'être. Et moi, c'est ce que je retiens aussi des petits pots Mamie l'a fait. Et on te souhaite que ça continue. On te souhaite que tu arrives très vite aux 1200 pots par semaine et même au-delà. Et on te souhaite aussi de faire voyager la Réunion au travers de ces petits pots. Et on espère te croiser très rapidement sur d'autres sujets autour de l'entrepreneuriat. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.